nous les tubes. Salut, vous écoutez un épisode spin-off du Chip et je suis Mélanie Wanga. Cet été, François, Kevin et moi, on vous propose chacun et chacune un épisode solo dans lequel on va vous parler d'un sujet qui nous touche et qui nous intéresse personnellement. Et vous pourrez nous retrouver au complet à la rentrée. Alors pour cet épisode, le mien, on va plonger dans le monde fabuleux du cheveu afro, souvent méconnu, moqué et sous-représenté. Mais il a connu une renaissance publique et politique durant les années 2010. Alors d'aussi loin que je me souvienne, mes cheveux, ça a toujours été une question à gérer pour moi, un problème. Alors j'ai les cheveux crépus et dans un monde blanc, c'est déjà une question en soi. Ma mère est blanche et je suis née avant l'époque d'Internet. Donc quand j'étais enfant, elle s'occupait tant bien que mal de mes cheveux, avec ce qu'elle pensait être la règle, des séances de démêlage de 45 minutes dans la baignoire et des couettes retenues par des élastiques de toutes les couleurs la journée. Mais c'est vraiment à l'adolescence que ma relation avec mes cheveux devient problématique. Parce que les modèles de femmes noires à l'époque, ils se situent dans les clips de musique sur M6, sur MCM et dans les séries télé américaines. Alors bref, dans les années 90 et 2000, le cheveu lisse règne en maître dans les représentations et dans les modèles. Pour être belle, il faut avoir les cheveux qui tombent sur les épaules et qui volent au vent. Comme les femmes blanches. Et comme Naomi Campbell, qui est le premier mannequin noir en couverture de Vogue Paris en 1987. Il y a une absence totale de modèles noirs dans les pages des magazines féminins pour adolescentes. Il y a un vide dans les pages conseils. Il y a un manque remarqué de produits de soins dans les grandes surfaces, là où je fais les courses avec ma mère. Où que je regarde, les cheveux crépus ne sont pas représentés et parmi mes copines, on les trouve bizarres, on les touche, on s'en moque. À l'âge de 14 ans, je remarque des boîtes violettes et blanches dans les magasins avec des femmes noires resplendissantes aux cheveux ultra lisses qui posent dessus. Alors ce sont les défrisants Dark & Lovely qui sont distribués par une filiale du groupe L'Oréal, Soft Sheen & Carson. Dans les centres commerciaux, ça se vend comme des petits pains, en l'absence d'alternatives de soins. Et ces boîtes, elles semblent nous dire « Vous n'arrivez pas à gérer vos cheveux ? Changez leur nature et faites-les devenir normaux, lisses et doux. » Tonight I'm going out with my girlfriends, and I don't want to have to deal with frizzies, flyaways, or any other hair disaster. That's why I use Dark & Lovely Relaxer on my hair. Le défrisage des cheveux crépus, ça peut sembler anodin à première vue. Et pourtant, c'est pas vraiment le cas. Les formulations des défrisants contiennent de l'hydroxyde de sodium, de potassium, c'est de la soude, ou de guanidine. Tout ça, ce sont des agents alcalins très agressifs dont la mission est de changer la molécule du cheveu. Il y a aussi des huiles pour protéger tant bien que mal le cheveu et surtout des émulsions qui détruisent la nature crépue du cheveu. Quand on se défrise, le cheveu ne devient pas vraiment raide, il devient dur, droit, comme figé, avec des pointes cassantes. Et surtout, ça sent le brûler. Il ne faut pas laisser trop longtemps le défrisant sur la tête, sous peine de démangeaison et de croûte. On met de la vaseline autour du crâne pour essayer de limiter les dégâts. Et puis, avec le temps et les défrisages, les cheveux ils commencent à tomber, à s'affiner. Les Américains appellent ça le cream crack. Parce que tous les mois, voire toutes les 2 semaines, il faut redéfriser ce qui dépasse, il faut redéfriser les repousses. Le défrisage, c'est un cercle vicieux en fait. Et surtout, le plus important, les résultats ne sont pas ceux montrés sur la boîte. Bien souvent, les modèles portent des perruques. Donc nous, on doit utiliser un lisseur derrière, ce qui brûle et ce qui fragilise à la longue encore plus le cheveu. J'ai parlé à Adeline Rapon, qui est une ancienne blogueuse mode bien connue de la toile française et qui est aussi aujourd'hui joaillère et instagrammeuse. Maintenant, elle est en phase avec ses origines et ses cheveux, mais c'est une histoire qu'elle a mis du temps à comprendre et à apprivoiser. À l'adolescence, en tout cas en début d'adolescence, préadolescence, en fait, j'ai commencé à vouloir avoir les cheveux lisses pour faire un peu comme tout le monde et pour correspondre un peu plus à ce que je considérais comme étant joli et ce qui était considéré comme étant joli aussi un peu autour de moi et autant autour de moi que un peu partout en fait en soi. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à vraiment les lisser, à vraiment faire beaucoup de brushing. Donc le brushing, c'était au début chez les coiffeurs. Après, je crois que ma mère a dû m'en faire. Et rapidement, en fait, j'ai fini par avoir aussi une sorte de brosse à brushing. C'est une sorte de sèche-cheveux en forme de brosse. Et donc, je faisais mes brushings avec ça. Donc, il y avait beaucoup de chaleur qui était appliquée sur mes cheveux. Mais je n'arrêtais jamais de faire des soins. Donc, en fait, mes cheveux, l'air de rien, ont tenu très longtemps avec ça. Parce que après, j'ai fait les brushings brésiliens
Les brushings, c'était défrisants brésiliens ou je sais plus trop quoi, qui étaient en fait vendus comme étant moins agressifs et tout ça, et qui étaient là juste pour assouplir le cheveu. Et ça, en fait, ça m'aidait surtout dans mes brushings, quoi. Voilà, c'est que c'était pas complètement défrisé, c'était surtout en fait, un peu, la boucle était sans doute un peu cassée, quoi. En fait, au bout d'un moment, sachant que je me lissais les cheveux de façon très régulière et même hebdomadaire, en fait, au niveau des brushings et des plaques, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça, en fait, ça commençait un peu à s'effriter. C'est-à-dire que je commençais à avoir des petits morceaux de cheveux qui tombaient dans le lit, etc. Donc, en fait, je me réveillais le matin et j'avais des tout petits morceaux qui faisaient à peu près 1 centimètre de cheveux, un peu comme des mini poils de chat, quoi. Et en fait, oui, mes cheveux ne poussaient plus aussi. Donc, étant donné qu'ils se brisaient au fur et à mesure, j'avais les cheveux toujours au même niveau, donc au niveau des épaules. Et ils ont jamais dépassé en fait cette longueur-là, alors qu'avant j'avais les cheveux très 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 longs, quoi. Pour vous donner une image du cheveu afro au naturel, il faut imaginer un ruban qui vient d'être frisé avec un ciseau, comme chez le fleuriste. Le cheveu est plat et il forme alors des boucles très serrées. Il a juste pas la même nature que le cheveu européen en fait, qu'il faudrait imaginer un peu comme un demi-tube, ou que le cheveu asiatique qui lui est complètement circulaire. Le fait de me lisser les cheveux, ça a été très clair, la raison pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est parce que je voulais déjà avoir les cheveux de ma mère, qui est blanche. Je voulais vraiment avoir en fait le même look que toutes les filles qui étaient considérées comme belles, et j'étais très très fan en fait de plein de filles qui avaient les cheveux lisses. En fait, c'était même que des filles qui avaient des cheveux lisses. Les filles aux cheveux frisés, je n'en connaissais pas vraiment en fait en soi. Pour moi, mes modèles, c'était plus, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait plein de meufs comme ça, mais qui étaient blanches. Mais en fait, non, c'était vraiment que des filles qui avaient vraiment les cheveux vraiment lisses. C'est parce qu'il y avait aussi l'image de la Parisienne. La Parisienne super stylée, machin, c'est la Parisienne un peu brune, blonde pour certaines, mais en tout cas avec la frange et puis avec les cheveux longs et bien lisses, quoi, un peu ondulés. Et c'est vrai que moi, autant dans mon adolescence que dans mes premières années d'adulte, c'était vraiment vers ça que je voulais me diriger et ce dans quoi je me reconnaissais aussi. Donc autant que ce soit dans mon univers personnel, dans là où je traînais, les amis, etc. Mais aussi beaucoup dans le milieu du blog, où moi, on m'avait pas mal apposé une image en plus qui correspondait vraiment au fait que j'avais ce côté parisien, quoi. La sociologue Juliette Smeralda est l'autrice de 2 ouvrages clés pour comprendre l'héritage historique du défrisage du cheveu afro. Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation, sorti en 2005, et du cheveu défrisé aux cheveux crépus, de la désidentification à la revendication, en 2007. Elle explique notamment que le défrisage doit encore beaucoup à l'esclavage et plus tard à la colonisation, et que pour comprendre, il faut remonter à la mise en esclavage des Africains au XVIe siècle et à la traite négrière transatlantique. Des centaines de milliers de Noirs sont arrachés à leur culture et privés du peigne africain. En bois, souvent sculpté, avec de longues dents espacées, il est indispensable au coiffage des cheveux crépus. Dans les plantations américaines, l'esclave n'a plus le temps de s'occuper de lui. Sans soin, les cheveux s'en mêlent, se remplissent d'humidité et de parasites. On doit les cacher, ils deviennent stigmates. Les esclaves domestiques, qui passent de longues heures à shampouiner, peigner et coiffer les chevelures des maîtres blancs, vont jouer un rôle primordial dans la détestation du cheveu crépus. Elles intériorisent les critères de la beauté des femmes blanches, dont elles partagent l'intimité, dénigrent leurs cheveux crépus, symbole de souffrance et d'asservissement. Lorsqu'elles ont des enfants, elles espèrent qu'ils ne seront ni trop noirs, ni trop crépus. Elles savent que moins l'enfant aura l'air négroïde, plus il aura de chances de survivre. Ce sont elles qui vont mettre au point les premières techniques de défrisage. Même si les jeunes femmes d'aujourd'hui pensent être libres de leur choix esthétique, j'ai la conviction que l'usage généralisé du défrisage et des perruques prend sa source dans ce passé tragique. En gros, tout ce passif historique a contribué à faire du cheveu lisse la norme chez les Noirs, partout en Europe et même en Afrique. Le 3 juillet 2019, la Californie est devenue le premier État américain à légalement interdire la discrimination raciale fondée sur les cheveux, en autorisant le port de l'afro, des tresses ou encore des dreadlocks. Des coiffures qui sont
aujourd'hui encore jugée non professionnelle par le monde du travail des sociétés blanches et même africaines. En Guadeloupe, un lycée privé a buzzé sur les réseaux sociaux après qu'une affiche interdisant la plupart des types de coiffure afro a été prise en photo. Plus près de chez nous, on se rappelle que certains magazines ont étiqueté l'acteur Omar Sy en afro comme étant coiffé comme un dessous de bras. Ou encore que les perruques afro sont le déguisement de choix pour les carnavals ou festivités sportives en tout genre. 100% des femmes noires ou métisses afro ont eu un jour affaire à des collègues ou des inconnus qui leur ont touché les cheveux, parfois sans même demander. D'où la chanson Hymne de Solange Knowles. Don't touch my hair. Les commentaires en soi, je m'en souviens plus trop de ce qui était dit parce que c'était pas flagrant en fait sur le moment. C'est le moment où vraiment j'ai coupé, où je laissais au naturel que effectivement j'ai commencé à avoir des commentaires qui disaient ah c'est chouette, c'est joli, etc. Donc j'ai été très bien accueillie par rapport à ça et où j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient que ça m'allait même beaucoup mieux, tout ça. Enfin, donc voilà, non, j'ai eu que des retours très très positifs, c'était chouette. Dans la vie de tous les jours, un petit peu moins parce que en fait, j'ai eu pas mal de potes qui m'ont dit ou des potes ou des enfants de l'entourage qui m'ont dit bon, est-ce que c'est définitif, t'es sûr que tu veux faire ça et est-ce que c'est pas très joli donc c'est vrai que c'était un peu compliqué quoi. C'était un peu compliqué parce que je me sentais pas très belle quoi. Ça pour le coup ça a été très très compliqué de gérer ça parce que je me disais merde, ça va pas du tout, il faut peut-être que je les relisse, mais en même temps j'ai plus envie et surtout en fait il y a peut-être temps aussi que moi je m'accepte comme je suis. À l'époque de mon adolescence, je tombe la tête la première dans le pot de défrisant. Et bientôt celui du centre commercial suffit plus. Dès que je peux, je vais dans les salons de coiffure à la recherche d'un défrisant plus fort. C'est à 23 ans que sur un coup de tête, sans jeu de mots, je décide de tout couper. Mes cheveux tombent par poignées tous les matins, leur texture n'est pas uniforme, alors je me rase la tête entièrement à la tondeuse et je décide de ne plus jamais me défriser. Sans le savoir, j'ai fait ce qu'on appelle un big shop, qui consiste à couper l'intégralité des cheveux abîmés par le défrisage pour retrouver une base crépue ou frisée. Ce qui a beaucoup joué, c'était le fait que c'était vraiment... ça devenait très lourd comme régime. C'est-à-dire de forcément me lisser les cheveux sans arrêt, donc tous les 5 jours à peu près. Ça empestait vraiment dans l'appartement, ça sentait vraiment très très fort le brûlé, etc. Ouais, quand il pleut, en plus on peut plus rien faire. Enfin voilà, c'est le flip constant, refuser de faire du sport aussi parce que j'avais peur de friser. Enfin bon, truc très très chiant. Et puis parce que en fait c'était aussi triste de me dire que en fait je me connaissais pas en soi. Je me transforme sans arrêt en fait. Et puis je voyais en fait de plus en plus aussi des filles dans la rue qui avaient les cheveux au naturel. Plus j'en voyais, plus je me disais tiens, moi en fait je sais pas du tout ce que ça donnerait. Ça a l'air beau, ça a l'air chouette. J'aimerais bien savoir. Et en fait il y a juste eu un été où je me suis dit je vais passer l'été à ne pas me lisser les cheveux. C'était l'été 2014 où vraiment j'ai juste décidé de voir ce que ça donne. Étant donné qu'ils étaient quand même très cassés, en fait ça frisait pas vraiment, ça faisait une sorte d'ondulation un peu paille quoi, c'était pas très joli, mais au moins en fait ça déjà je me suis retirée en fait une violence que je me faisais subir en fait constamment. Et arrivé à la rentrée, en fait, j'ai refusé de reprendre en fait le lissage. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment pris la décision de garder mes cheveux naturels, de les laisser pousser et de prendre rendez-vous chez un coiffeur. J'ai pas eu le courage de faire le big shop. Je le regrette un peu parce que j'aurais bien aimé savoir quelle tête j'aurais eu. Donc j'ai laissé pousser jusqu'à décembre. Ça a fait de juillet jusqu'à décembre où j'ai plus touché. En décembre, du coup, en fait, je suis allée voir un coiffeur qui m'a coupé les cheveux un petit peu parce que je lui ai dit que je voulais pas me retrouver avec les cheveux très très courts. Et où il m'a dit ta longueur saine, elle est là. Si on décide de tout enlever, effectivement,
cheveux très 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 courts et ça te fera une petite afro, mais ça peut être très mignon, ça tirait très bien. Je dis non, je veux pas. Et du coup, il m'a effectivement coupé beaucoup, mais en me laissant une sorte de carré, quoi, à peu près. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment commencé aussi à me renseigner à comment faire pour s'occuper de mes cheveux. Ça, pour le coup, Internet, vive Internet, je pense que sans ça, je m'en serais pas sortie. En fait, il y a déjà eu le coiffeur qui m'a beaucoup conseillé, quand même. C'était un coiffeur afro qui s'appelle Mathieu Lupo. Et vraiment super, vraiment hyper adorable et qui m'a pas mal hypée, tu vois. Donc je me suis sentie beaucoup plus bien, tu vois. Enfin, c'était pas triste, c'est pas un deuil ni quoi que ce soit. Et pour le coup, je suis sortie de là en me disant ouais, c'est cool, je vais dans la bonne direction et tout ça. Enfin, vraiment un super coiffeur. Et en fait, lui m'a donné pas mal de conseils, mais également Internet. J'ai trouvé un site. C'était un site qui conseillait en fait beaucoup les femmes aux cheveux frisés, qui déjà en fait montrait aussi que il y avait différentes classes de cheveux, enfin de types de cheveux, et que voilà, moi j'appartenais vers là, ou en tout cas moi je me disais peut-être que je suis plus simple ou ça, je sais pas. Est-ce que je suis trop Je sais plus, je crois que je suis 3B, je crois que je suis 3B ou 3C. Sur le moment, en fait, je voyais rien. C'est-à-dire qu'il y avait que mes racines qui étaient vraiment frisées et le reste l'était pas vraiment. Donc en fait, j'avais aucune idée de la tête réelle de mes cheveux. Donc je rebouclais avec un fer les boucles qui n'existaient plus. Donc c'était un peu genre... ça change un peu de sens, quoi. En fait, je regardais beaucoup de choses aussi sur Pinterest. Donc j'ai cherché énormément de filles et de coiffures parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais une nouvelle tête et que je savais pas du tout quoi en faire, et surtout que au niveau de mon style, de comment je m'habillais, que c'était radicalement différent et je me reconnaissais plus du tout. Je me disais mais ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux renvoyer comme image, je sais pas quoi faire, et c'est vrai que c'était très violent sur le moment. Ouais. Nous sommes 3 ans avant que le mouvement Nappy apparaisse sur Internet. Nappy, dans ce contexte français, c'est la contraction de natural et happy. Mais aux États-Unis, le terme, c'est une insulte qui remonte au XVIIIe siècle, donc à l'esclavage, et qui signifie pas régulier, pas net, assimilé à de la fourrure animale. En France, l'émergence de la consommation vidéo avec YouTube et Dailymotion signe l'arrivée des tutoriels de la décennie 2010. Donc c'est l'émergence de Curly Doll, Petit Bout de Soleil, Mimou, Milka les Curls, Beautiful Naturel. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on réalise une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je réalise mes flat twists. On commence donc sur des cheveux qui sont mouillés. J'ai rempli mon petit récipient de lait de coco et là je vais commencer par les racines. Je vous ai filmé ma routine capillaire sur une semaine, donc vous voyez le jour où je fais mon shampoing et vous voyez comment je m'occupe de mes cheveux au quotidien, donc mon wash and go. Mais moi, comme beaucoup de jeunes femmes noires à l'époque, c'est vers les youtubeuses américaines que je me tourne. Hey guys, it's Vaughn, and this is my most highly requested video. You guys always ask to see my signature look, so I'm gonna show you guys how I do it. Here's a twist out method that works best for me. You're gonna want to start with dry hair. I am Kim Love, founder and owner of lovenaturals.com. Welcome to my YouTube channel. En 2010-2011, elles ont l'air d'avoir tout compris. Elles utilisent des produits dont on n'a jamais entendu parler chez nous, elles manient leurs cheveux avec dextérité et elles accomplissent des coiffures qui relèvent du miracle. Et surtout, leurs cheveux sont longs et en bonne santé. Aline Tacite est la créatrice de Boucles d'Ébène, l'un des premiers forums dédiés aux cheveux afro chez nous. Puis elle a fondé dans les années 2000 le Salon Boucles d'Ébène, un événement autour du cheveu réunissant entrepreneurs, culture et gastronomie. Aujourd'hui, elle tient le salon Boucles d'Ébène Studio en région parisienne. Alors en fait, le forum Boucles d'Ébène ou le salon événement Boucles d'Ébène, qui a été présenté pour la première fois en 2005 en France, nous est venu, ma sœur et moi, parce que c'est une aventure d'abord entre sœurs, de notre propre expérience de femme noire en France. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait fait le choix de porter nos cheveux crépus naturels, après des années de défrisage un peu catastrophiques. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de professionnels en mesure de répondre à aux besoins de nos cheveux naturels, et ni de produits ou d'informations sur ce cheveu-là. Et donc, j'ai fait des recherches tout de suite aux États-Unis sur le sujet, les premiers ouvrages que j'ai commandés immédiatement, et aussi j'ai fait des allers-retours un peu en Angleterre, aux États-Unis pour prendre contact avec les pros sur ce sujet.
Et c'est comme ça que l'idée nous est venue aussi de partager ces connaissances-là aux femmes qui nous entouraient d'abord, puis à une échelle plus importante au travers d'un événement qu'on a appelé Boucle d'ébène. Au tout premier événement, on s'attendait à peu près à un peu moins de 1000 personnes en tant que visiteurs, et il y en a 2000 qui sont arrivés dès le tout premier événement. Et si on fait le total sur les 6 éditions du salon, puisqu'on en a présenté 3 éditions successives de 2005 à 2007, sur les 6 éditions, on a accueilli environ 50 000 visiteurs, à peu près. Et c'est une association qui a porté des événements, et ce n'était pas une agence de com. Mais malgré tout, on a réussi à diffuser un message assez loin, puisqu'il a touché énormément des milliers de personnes finalement. C'est effectivement la suite logique de la création d'abord l'association Boucle d'ébène, qui a cherché à valoriser ces chevelures-là et à ouvrir un débat en France pour faire prendre conscience de certaines problématiques. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours aussi peu de professionnels en France, et je me suis dit non mais ça va mettre 10 ans quoi. Donc je me suis dit ok, c'est pas mon domaine, mais je m'y intéresse sincèrement, et donc il va falloir que j'aille au charbon. En France, je n'ai pas trouvé d'école de coiffure. Moi, ma priorité, c'était de me spécialiser d'abord sur nos chevelures, les chevelures crépues, frisées, bouclées, et ensuite, en revenant, compléter mon cursus avec le cheveu européen. Il n'y a pas de professionnels, pas de produits, pas d'informations. On a pléthore d'informations via Internet aujourd'hui. Il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent, même si il est encore difficile, en France en tout cas, de se former sur ces cheveux-là. Internet permet au moins d'avoir des tutoriels pour ceux qui s'y intéressent et qui cherchent. Donc il y a des gens qui se forment en autodidacte énormément, peu au niveau professionnel finalement, puisque la formation n'est encore pas disponible de manière organisée, structurée sur ce cheveu-là, avec différents niveaux et en direction des professionnels. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui est au niveau national. Il n'y a pas de diplôme. Et voilà, donc au niveau de la formation en France, il y a beaucoup à faire sur ces textures, ces cheveux dits texturés. Mais effectivement, le marché a évolué énormément au niveau des produits, puisqu'aujourd'hui, on a une offre assez importante. Il y a encore, à mon sens, beaucoup à faire sur les produits, mais en tout cas, il y a une offre. Il y a des marques françaises. Il y a de plus en plus de marques françaises. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours en parallèle des marques américaines, qui viennent sur le marché parce qu'elles existent depuis plus longtemps. La bibliothèque d'images de coiffure possible sur les textures crépues, frisées, bouclées, dont on n'avait pas idée. Moi, j'y avais accès parce que j'avais voyagé, mais je n'avais pas encore. On était au tout début d'Internet dans les années 2000. C'était les forums, tout ça à l'époque. Il n'y avait pas de bibliothèque aussi importante que celle qu'on a aujourd'hui, bibliothèque d'images, pour montrer les possibilités. Parce que pendant des années, ce cheveu, on a pensé qu'on ne pouvait rien en faire, mis à part des tresses avec des rajouts de préférence ou des perruques ou le défrisage. Voilà, point. C'était les 3 options. Alors qu'en fait, on peut tout faire. C'est un cheveu qui permet de tout réaliser. Mais par contre, pour le traiter dans les règles de l'art, enfin le manipuler, le soigner, le sublimer, il faut le connaître. Internet a clairement aidé à la diffusion du savoir autour du cheveu afro, que les magazines féminins, les fabricants de cosmétiques et les coiffeurs français avaient complètement délaissé. Aujourd'hui, il existe la Natural Hair Academy, tous les ans à Paris, où les consommatrices et les consommateurs peuvent retrouver des marques françaises et américaines. Et puis, il y a Afropunk, un festival de musique, certes, mais aussi une fête qui célèbre la beauté noire et les cheveux afro dans toute leur beauté naturelle. Aujourd'hui, moi, je suis hantée avec mes cheveux. Et j'espère pouvoir transmettre un jour l'expérience, la richesse et le savoir qu'ils m'ont apporté. Et c'est déjà un peu ce que je fais avec cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode spin-off sur un sujet qui me suit depuis que je suis née, jusqu'à probablement la fin de mes jours.
Si vous avez envie de réagir, vous pouvez suivre Le Chip sur Twitter et Instagram sur @lechippodcast. Vous pouvez également écouter les épisodes de mes compères François qui parlent de la relation à la langue créole et de Kevin, no spoiler parce que son épisode n'est pas encore sorti. Si vous avez aimé l'émission, laissez-nous une review ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation de cet épisode et à Diana Batioun pour la voix additionnelle. Je vous souhaite un super été et je vous dis à très vite.